Oui, ils nous ont posé deux fonctions définies par des intégrales à un paramètre, et donc la première question la plus naturelle, c'est bah ouais, mais c'est quoi l'ensemble de définition de cette fonction-là? Ce qui se traduit par bah pour quel x est-ce que ces intégrales-là existent, c'est-à-dire convergent. Et donc la méthode standard consiste à prendre un x et à regarder si les intégrales convergent. Maintenant, pour regarder si une intégrale converge, la chose qu'on fait en premier, c'est regarder la continuité. Il y a une bonne raison pour ça, et on va le voir, on va l'illustrer sur cet exercice. Vous voyez cette fonction-là là, elle est clairement continue sur 0,1. Bam, c'est fini, l'intégrale converge. Bah ouais, c'est une intégrale de fonction continue sur un segment, c'est une intégrale du premier semestre, elle converge. C'est ce qu'on appelle, on pourrait dire une fausse intégrale impropre, mais même c'est une intégrale normale qui n'est pas généralisée du premier semestre. Et donc on peut dire, bah donc S de x est défini. Et donc voilà pourquoi on commence toujours par regarder la continuité en premier, hein. C'est que parfois la continuité, bah ça suffit. Et puis bah la seconde intégrale aussi, on va se demander, donc je pose un x, et est-ce que tu es une intégrale convergente? Bah je regarde la continuité de la fonction qui est à l'intérieur. Ah bah ouais, t'es continu sur 0,1, donc c de x est défini. Alors après, je vais faire la synthèse de mon raisonnement. Et la synthèse en mathématiques, ça consiste parfois à faire ça. Donc j'ai commencé par fixer un x, et j'en ai déduit que S de x est défini. Là, on voit pas trop le S. Et donc, ce raisonnement, donc ça c'est les détails de mon raisonnement, mais je suis parti de là et j'ai réussi à montrer ça. Et bah donc, ça veut dire que S est défini sur R tout entier. Et là pareil, j'ai fixé un x et j'en ai déduit que C est défini. Bah donc, ça veut dire que l'ensemble de définition de la fonction C, c'est R. Voilà, prendre un peu ce qui se passe. Je vais faire un développement limité en A quand y tend vers 0. Alors, c'est pas une démonstration, hein, c'est juste pour vous aider à comprendre, mais c'est quoi ce bout-là? Si je fais un développement limité en A, bah en général, quand on fait un développement limité, on se ramène en 0. Et donc ici, la chose qu'on ferait, c'est qu'on ferait de la trigonométrie pour dire que ça fait sinus A cosinus de Y plus cosinus A fois sinus de Y. Et ensuite, pour faire notre développement limité, mettons à l'ordre 1, A c'est une constante, Y tend vers 0, donc on écrirait que ici ça fait 1 plus petit o de Y. Et puis là on aurait A, et puis le développement limité de Y quand il tend vers 0, on dirait que c'est Y plus petit o en 0 de Y. Ce qui fait qu'en développant on trouverait sinus de A plus Y cosinus de A plus un petit o en 0 de Y. Et donc, oh, surprise, vous voyez, ça là, c'est moins le développement limité à l'ordre 1 en A, quasiment. Donc, ouais, donc voilà pourquoi le bout ici ressemblera toujours à un développement limité de la fonction que vous avez à gauche. Et donc, ça peut peut-être vous aider à voir, ah ouais, tiens, ça ressemble à du Taylor-Lagrange. Une fonction compliquée, plus un truc qui ressemble à son développement limité. Et donc, ici, on sent trop que on est globalement à l'ordre 2, là. Et là, vous avez la puissance 1 et là, la puissance 0. Donc ça, c'est le terme en y puissance 0, le terme en y puissance 1, et c'est majoré par du degré 2. Donc voilà d'où sort ce truc. Bon, ça, c'est juste pour vous aider à comprendre un peu ça. Et donc maintenant, on va appliquer la formule de Taylor-Lagrange pour démontrer la relation. Alors je vais essayer de faire une bonne démonstration. Donc je pourrais dire d'après... alors c'est une inégalité. Donc d'après l'inégalité de Taylor-Lagrange, donc il faut que je dise à quelle fonction elle est appliquée. Donc appliquée à la fonction... Alors là, comme ils ne connaissent pas mes lettres de mon cours, je peux dire à la fonction qui a x associe sinus de x. Dans l'inégalité de Taylor-Lagrange, il faut que la fonction elle soit suffisamment régulière. Et donc ici, il va falloir qu'elle soit de classe C2. Donc je peux dire par exemple qui est de classe C2. Alors je peux dire ici peut-être sur R.
Mais en fait, mon inégalité de Taylor-Lagrange, je l'applique à une fonction, je l'applique entre A et A plus Y. Et je l'applique, ben, vous voyez, mes nombres, mon B, ça doit être A plus Y, et mon A, ça doit être A. Et l'ordre, alors c'est l'ordre 1, et bah on a, et alors bah du coup ici, je peux peut-être écrire, je vais déjà écrire l'inégalité de Taylor-Lagrange, donc comment dire, donc ça fait sinus de A plus Y, moins, si j'applique ma formule, la somme de k égale 0 à 1, donc je dois mettre la dérivée, donc km, ou ça bah, en A, divisé par mon factoriel k, et là je dois avoir mon A plus Y moins A puissance k. Et donc ici, ça doit être inférieur ou égal à quoi? Alors il y a la fameuse constance m qui doit être le maximum de la dérivée, donc seconde. Alors, quand U est entre A et A plus Y, on va dire. Et ensuite, multiplié par quoi? Bah, par A plus Y, ça c'est mon B, moins mon A à la puissance 2 sur factoriel 2. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, mais ici, j'essaye de faire une rédaction où l'énoncé exact qu'il y a dans le cours de mon prof de maths n'apparaît pas. Je donne bien toutes les informations, mais je n'utilise pas les lettres et les notations que mon prof de maths m'a données parce que les autres gens, ils ont peut-être eu des notations et des lettres différentes. Mais je donne bien tout. On fait l'inégalité de Taylor-Lagrange, voilà la fonction auquel on l'applique, voilà entre quoi et quoi on l'applique, elle est faite à l'ordre 1, et j'explique bien que les hypothèses sont satisfaites, il faut que j'ai une fonction de classe C2, vous voyez, en plus j'ai une dérivée seconde ici, c'est bon. Et donc après, je balance l'inégalité que je trouve en mettant mes paramètres dedans. Comme ça, bah, ça permet bien au correcteur de voir ce qui se passe. Et puis bah, après, on va simplifier un petit peu. Donc par exemple, bah, le boula, c'est bon. Le boula, va falloir que je le calcule. Alors bah déjà le A-A, il va virer. Hein. Donc je vais déjà avoir un Y au carré sur 2. Là, je peux enlever la factorielle parce que factorielle de 2, ça fait 2. Donc il me reste un certain nombre de choses à calculer. Je vais réécrire l'inégalité que je trouve en dessous pour voir ce qu'on trouve. Donc après, il faut s'y prendre gentiment, progressivement. Donc ça, on n'a pas de raison d'y toucher, c'est ce qu'on veut. Ici, je vais mettre une parenthèse. Donc par exemple, pour k égale 0, j'ai la dérivée zéroième du sinus. Bah, c'est le sinus lui-même. Ou ça, bah, en a. Ok? Donc divisé par factoriel 0, bah, qui fait 1, multiplié par y puissance 0. Donc vous voyez, ce bout-là, il sert absolument à rien. Et on trouve bien le sinus a qu'elle a. Ensuite, j'ai le terme avec k égale 1. Et donc la dérivée du sinus, c'est le cos en a. Alors, divisé par factoriel 1, multiplié par un y puissance 1. Et donc, factoriel 1, ça fait un 1. Donc, le bout là, il sert à rien. Et la puissance 1, elle sert à rien. Et on trouve bien un y cos a ici. Donc, je ferme mon crochet. Donc, ici, j'ai exactement ce qu'il y a au-dessus. Alors, ici, il me reste, j'ai mon m fois y2 sur 2. Il va falloir que je calcule le m à un moment. Alors, le m, c'est le maximum de la dérivée seconde du sinus. Autrement dit, c'est le maximum de... Quand je dérive deux fois le sinus, je trouve moins le sinus. Alors après, il faut que je majore ça. Bah, comment dire... c'est bien connu que le sinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Ce qui fait que ce m-là, il est plus petit que 1. Et donc... vous voyez, dans l'inégalité de Taylor-Lagrange, ce nombre-là est plus petit que 1, donc ça nous permet d'écrire que ça, c'est plus petit que y au carré sur 2. Alors, pour bien faire ma démonstration, il faut que j'ai quantifié au début un a et un y. Je ne sais pas si vous voyez là. On ne voit pas à gauche. Oh là là. On voit pas le boulet du tableau. Donc, ouais. Ici, il aurait fallu que je quantifie. Donc, mon a, il est réel, je crois, et mon y, il est réel aussi. Et normalement, j'ai, en appliquant Taylor-Lagrange, j'ai bien ma démonstration. Bon.
Bon, là, on a un sinus moins un cos. Bon, là, on a un sinus moins un sinus, il y a un cos plus loin. Ils ont l'air de diviser par h là-dedans. Ok. Alors, attendez. Ouais, moi, je dirais que ça doit être A. Et donc, du coup, ça, là, ça doit être A plus Y. Donc, je sens trop qu'on va prendre A égale xt. Alors, est-ce que c'est bon? X fois T, c'est dans R, mais là, le A, il avait le droit d'être dans R. Ok. Je sens trop qu'on prend Y égale... alors, si A, c'est xt et que ça, c'est A plus Y, ça doit être que Y, ça doit être ht. Et donc, c'est bon, le Y, il peut être dans R. Bon, Y, il est dans R aussi, c'est bon. Donc, ça doit être sinus de A plus Y. Ça doit être sinus de A. Ils ont divisé par H. C'est quoi ce bins? Ici, vous voyez le T, là? Le T, en fait, c'est un HT sur H. Ce qui fait que si on voit que le T là c'est un HT sur H, eh bien je vais mettre un H au-dessus et en dessous. On peut tout mettre sous le même dénominateur. Donc en gros, en rajoutant le H là au-dessus, on peut tout mettre sur le même dénominateur. Et donc là, on se retrouve bien avec du Y. Et là, on a notre A. Alors, il y a un exponentiel moins t au carré en plus partout. Et je veux dire, ça on peut le factoriser. L'exponentielle moins t au carré fois un sinus. Donc là on a en fait notre sinus de a plus y moins notre sinus de a. Et là on a notre y cosinus de a. Donc le tout divisé par h. Je vais le sortir en le mettant dans une valeur absolue. Donc en gros, ce bidus là, on l'a écrit comme ça, avec ces notations là. Donc c'est quasiment ce qu'on a, sauf qu'il y a ça en plus. Et donc on peut utiliser l'inégalité là, et donc c'est plus petit que y2 sur 2. Donc il y a un exponentiel moins t2, et on divise par h en valeur absolue. Ok. Sauf que, comme notre y est égal à ht, là-dedans, là, on a un h au carré t2. Et donc ça va simplifier un peu. Le h au carré divisé par la valeur absolue de h, il vous reste une valeur absolue en haut, il nous reste un t2, il nous reste un 2, et il nous reste un exponentiel moins t2. Et c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Donc voilà, en fait, ils prennent l'inégalité là, ils l'appliquent pour a égale xt, pour y égale ht, donc ils balancent là-dedans, et ensuite ce qu'ils font, c'est que ils ont l'air de multiplier de chaque côté par un exponentiel de moins t2, et ils ont l'air de diviser par h. Voilà. Et donc quand on balance tout ça là-dedans et qu'on fait ça, et on obtient effectivement l'inégalité qu'ils veulent. Ok, donc oui, il faut que je fasse la 4. Donc je crois que pour la 4, on a envie de faire s de x plus h moins s de x sur h moins c de x. Et donc on a envie de remplacer ça par les définitions des intégrales. C'est parti. Donc ça c'est l'intégrale de 0 à 1 de sinus donc de x plus ht. On va remplacer là-dedans. Exponentielle moins t de dt. Alors, je sais pas si vous avoir la face moins l'intégrale de 0 à 1, donc le sinus xt exponentielle moins t de dt. Donc le tout divisé par h moins. Alors c c'est l'intégrale de 0 à 1 de. Alors ça c'est le terme de t le sinus xt exponentielle moins t de dt. Ok, et donc là on a 1, 2, 3 intégrales, on a envie de tout rassembler ensemble. Et notamment le h qui est là, on va le faire entrer à l'intérieur de ces intégrales là, et on va rassembler les deux intégrales, les trois intégrales, pour dire que ça fait donc l'intégrale de 0 à 1. Alors de quoi? Donc on va avoir le divisé par h, on va avoir donc un sinus de x plus ht
exponentielle moins t2, moins le sinus de xt exponentielle moins t2. Donc là, j'ai fait rentrer à l'intérieur de l'intégrale là. Mais il y a celle-là aussi qui va nous faire, alors je vais mettre un crochet, moins t cosinus de xt exponentielle moins t2 dt. Ok, alors, et ça, c'est exactement la gueule de ce que j'ai à la question 3. Sauf que à la question 3, tout ça, c'est dans une valeur absolue. Et donc, dans un premier temps, il faut que je fasse rentrer la valeur absolue à l'intérieur de l'intégrale. Donc, on utilise que la valeur absolue de l'intégrale est plus petite que l'intégrale de la valeur absolue. Ici, on est dans le bon sens, on va de 0 à 1. Il n'y a pas de... on serait de 1 à 0, il faudrait mettre un moins et ainsi de suite, mais là, on est dans le bon sens. Et donc, ici, la valeur absolue de tous bins là, on a montré à la question 3 que c'est inférieur à valeur absolue de h sur 2, t2 exponentielle moins t2. Donc, ce qu'on intègre est plus petit que ça. Et donc, en utilisant la croissance de l'intégrale, on obtient que ce qu'on a calculé au départ est donc inférieur ou égal à cette intégrale-là. Donc là, on a fait la croissance de l'intégrale. Alors, ok. Et puis, il nous reste plus qu'à... Ici, on a une constante qui ne dépend pas de t. On la sort et on a exactement le résultat de la question 4. Ce qui fait que... Donc, au début, on avait égalité, égalité. À partir de là, on a une inégalité. Et donc, on arrive à montrer que tout ce pâté-là est inférieur ou égal à valeur absolue de h sur 2. Et ici, on a quelque chose qui pique, mais qui ne va pas être gênant. On a ceci. Alors, cette démonstration est valable normalement pour tous les x réels et pour tous les h de R étoile. En fait, on a intégré t de 0 à 1, et justement, on avait le droit de le faire parce que t entre 0 et 1, c'était inclus dans la question 3. Ok, donc on a montré ceci, il ne nous reste plus qu'à conclure la question 5. On est censé montrer que la fonction est dérivable et expliquer sa dérivée, blablabla. Blablabla. Alors en fait, pour montrer qu'elle est dérivable, on va faire la limite du taux d'accroissement. Autrement dit, on va prendre un x réel. Et pour savoir si la dérivée existe, on va faire la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. Quand h tend vers 0 en étant non nul. Il ne faut pas que h soit nul parce qu'on divise par h. Or, ça tombe bien, on a l'inégalité du dessus qui nous donne le droit de faire ça. Et donc, d'après l'inégalité du dessus, vous voyez, ceci est une constante. Ça ne dépend pas du tout de h. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le principe des gendarmes pour dire, tout le pâté là tend vers 0 quand h tend vers 0. Et donc, ça veut donc dire que la limite de s de x plus h moins s de x sur h moins c de x vaut donc 0 quand h tend vers 0, quand h est différent de 0, à l'aide du principe des gendarmes. Maintenant, quand la limite d'un truc en valeur absolue tend vers 0, ça veut donc dire que la limite du truc sans la valeur absolue tend vers 0 aussi. C'est-à-dire que la limite de s de x plus h moins s de x sur h moins c de x vaut donc 0. Encore une fois, c'est le principe des gendarmes, on peut enlever la valeur absolue du coup. Si la valeur absolue tend vers 0, le nombre lui-même tend vers 0. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On fait tout simplement passer ça de l'autre côté puisque ça ne dépend pas de h. Ce qui veut dire que la limite de ce bidule-là existe et elle vaut c de x. Et donc, moralité, pour tout x réel, la limite du taux d'accroissement existe, ça veut donc dire que la fonction est dérivable. Et en plus, la valeur de sa dérivée, c'est c de x. Et donc, on a montré que s était dérivable sur r, et en plus, on a trouvé sa dérivée, c'est c de x. Voilà. Et on a encore fait le coup, une fois de plus, de la limite du taux d'accroissement. Mais pour pouvoir faire la limite du taux d'accroissement avec des intégrales de folie, il faut absolument avoir une inégalité comme ça. Et donc, voilà pourquoi on fait tous bins avec la formule de Taylor, Lagrange, et ainsi de suite pour en arriver là. Et donc, ça conclut
notre exercice.